Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi 25 mars 2021. Alors comme d'habitude, on va commencer par le contexte de marché. Ensuite, je vais répondre à certaines questions. J'ai eu des questions, j'ai pas eu le temps d'y répondre directement sur YouTube. Je vais répondre en vidéo avant de répondre sur YouTube. Il y a tout d'abord Rémi qui nous demande si il y a une éventuelle figure en épaule, tête-épaule sur le Nikkei en journalier. On va essayer de le voir. Je vais le voir en direct avec vous, hein. Je n'ai pas encore eu le temps de constater le Nikkei en journalier. Ensuite, Nicolas qui éprouve quelques difficultés pour tracer ses projections d'Osoda. Il voudrait savoir, il n'arrive pas à retrouver le bon endroit pour, je pense, débuter une vague et donc avoir une projection qui fonctionne. Et donc concrètement, il veut savoir qu'est-ce qu'un bon N. Alors, par rapport à cela, j'avais écrit un article il y a quelque temps sur le site XTB concernant les bases d'Ishimoku. Alors, je parle donc de ce que tout le monde connaît, hein, les différentes composantes de ce système. J'aborde la suite d'Osoda également et l'éventuelle règle de cette suite, les différents paramètres, les piliers du système Ishimoku. Il y a la théorie du temps qui est issue des suites de Soda, la théorie des vagues, la théorie des prix. La théorie du temps, nous ne l'avons toujours pas vue. Je ne veux pas compliquer les choses. J'attends vraiment que ce soit ancré en vous, hein, la théorie d'Osoda et donc la théorie des vagues, avec les différentes vagues, et vous retrouverez un peu plus bas les différentes projections. Alors moi, je vous parle essentiellement des NDE et des V. Il faut savoir qu'il y a également les NT que l'on retrouve ici, les NT qui s'étendent un peu plus dans le temps. On a un BC ici qui va s'étendre dans le temps, ce qui nous donne un objectif NT. Et donc, vous retrouverez toutes ces projections sur le site XTB. Je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo. Il y a d'autres formations, bien entendu, avec les projections d'Osoda. Je n'en ai pas encore parlé. Il y a la formation de double top et double creux qui doit répondre à des critères très précis. Alors, ceux qui suivent le Good Morning Market depuis très longtemps ont déjà eu cette démonstration en direct. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois de cela, voire même un an. Il y avait un double creux d'Osoda sur le Nasdaq, il me semble. Et ça donne une projection que l'on appelle la projection 3E. J'essaierai d'en parler cette semaine, je vais essayer d'en retrouver, peut-être même en H4, c'est beaucoup plus rare en journalier, ce sont les plus fortes, mais je vais essayer d'en retrouver et on va en parler. Je pense qu'il est temps d'avancer un peu plus sur les projections d'Osoda, car comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que des V, des E et des N, il y a également les NT, les 3E et j'en passe. On va essayer d'en parler, je vais essayer de vous en trouver, je vais essayer de vous placer progressivement également les cycles d'Osoda, ce qui permet d'avoir un objectif temporel. Les projections de Soda donnent un objectif de prix et le dernier pilier nous permet d'avoir un objectif de temps. C'est ce qu'on va essayer de voir petit à petit. Alors à présent, introduction technique si je puis dire concernant Ishimoku parce que ça fait partie d'Ishimoku. Il y a trois piliers Ishimoku et l'indicateur en lui-même n'est n'est qu'un seul, qu'une seule composante de toute cette théorie qui est extrêmement complète. C'est pour ça que l'on dit Ishimoku est autosuffisant, il se suffit à lui-même, car il intègre absolument tout, toutes les dimensions dont on peut avoir besoin dans son trading. Alors on peut enchaîner à présent sur le contexte de marché. Alors les indices américains ont terminé la séance d'hier en baisse, hein. On a tenté de se ressaisir en début de séance européenne, mais repli à Wall Street malgré des déclarations optimistes de Jérôme Powell et Janet Yellen concernant la reprise économique. Alors on a eu un S&P 500 en baisse de 0,55%, le Nasdaq de 2,01%, pardon, le Russell 2000 de 2,35%. Le Dow Jones a réussi quant à lui à terminer à l'équilibre. Alors on notera également, on a commencé à en parler, Janet Yellen se dit favorable à une hausse des impôts pour les entreprises américaines, mais à condition de l'appliquer dans le cadre d'un accord avec l'OCDE afin de mettre un terme à la compétition fiscale, hein, des pays qui visent à attirer les entreprises étrangères. Donc voilà pour donc cette parenthèse. On notera que la rotation sectorielle se poursuit, hein, ça favorise encore le secteur de l'énergie qui est en hausse de 2,5%, mais également les valeurs financières, et ça pénalise davantage les grandes valeurs technologiques, hein. On atteste le repli du Nasdaq. On va parler également de l'Asie, car il y a eu un réel élément baissier, hein, pour les indices chinois, principalement, hein, parce qu'on a eu, donc on a évolué en ordre dispersé en Asie. Le Nikkei
a rebondi, on l'a vu d'ailleurs sur quel niveau? Sur une projection d'Osoda, un N baissier, on va le revoir, on va parler du Nikkei, on va essayer de s'intéresser au Nikkei en journalier pour répondre à la question de Rémi. Et donc le Kospi coréen et le S&P ASX 200 australien ont également progressé, les indices chinois en baisse. Pourquoi les indices chinois baissent? Pourquoi on évolue en ordre dispersé en Asie? La Chine en repli quand le Japon, la Corée et l'Australie progressent. La SEC, donc le gendarme américain, le gendarme de la bourse, a adopté donc des mesures visant à radier de la bourse américaine les entreprises étrangères qui ne respectent pas les normes comptables, les normes d'audit. Et ce sont les entreprises chinoises qui sont directement visées, notamment les techs qui ont les valeurs technologiques, qui ont une cotation à New York et à Hong Kong, comme Baidu par exemple, qui a perdu près de 9%, ou Alibaba qui a perdu 4%. Voilà pour cette parenthèse sur la séance en Asie Pacifique. On poursuit dans le sillage de la veille concernant le marché pétrolier. Alors, vous le savez, le canal de Suez a été bloqué. Il est toujours bloqué. Selon certains médias, il faudra 5 à 6 jours pour dégager la voie navigable. Et d'ailleurs, un grand merci à Jean-Marie qui nous a éclairé hier. Je me posais des questions lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. Jean-Marie qui nous a fait profiter de son expérience, nous a expliqué comment ce type d'incident peut intervenir avec trois hypothèses. Merci Jean-Marie de nous avoir éclairé parce que j'avoue que j'étais un petit peu sceptique, hein. J'avais du mal à comprendre comment on pouvait planter un tel navire, si je puis dire, de 400 mètres. Visiblement, même la hauteur compte hein, s'il y a du vent. Et merci pour vos éclairages, hein, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Et donc 5 à 6 jours selon certains médias pour dégager la voie navigable, mais les cours du pétrole ont perdu du terrain, donc il y a eu un léger rebond de court terme, on l'a dit, hein, c'est un catalyseur haussier de court terme, hein, ce blocage du canal de Suez, parce qu'il y a d'autres facteurs de plus long terme. Le blocage du canal de Suez, ça agit sur les fondamentaux, pourquoi? Parce que ça pèse sur l'offre. Il y a, il me semble, 80% hein, des tankers qui livrent du pétrole qui passent par ce canal, justement. Hein. Tout le pétrole qui vient du Moyen-Orient doit transiter par le canal de Suez. Donc on l'aura compris, il y a une réelle crainte concernant l'offre. Les livraisons vont prendre du retard, les livraisons de barils. Mais de l'autre côté, il y a de réelles craintes concernant la demande. Et c'est vraiment du pur fondamental à ce niveau-là. Quelles sont les craintes par rapport à la demande? On le voit, c'est cette troisième vague qui se matérialise en Europe avec des nouvelles restrictions un peu partout, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Et donc là, c'est la reprise de la demande qui est directement menacée. Et en plus de cela, pour ne pas arranger les choses concernant notamment la demande, on a pris connaissance hier du rapport de l'EIA qui a fait état d'une hausse des stocks de pétrole brut alors qu'on s'attendait à une baisse des stocks. Qui dit hausse des stocks, ça veut dire que la demande patine. Nos stocks sont en train de se constituer. Inversement, quand la demande reprend, il y a une destruction des stocks. Et là, on a une hausse des stocks de pétrole brut à hauteur de 1,912 millions de barils. Et c'est la 5e semaine consécutive de hausse. Donc les craintes concernant la reprise de la demande sont en train donc de grandir avec la troisième vague en Europe, mais elles sont en train de se matérialiser par cette constitution des stocks pour 5 semaines de suite. Voilà concernant le marché pétrolier, d'ailleurs très intéressant, on le voit, un marché pétrolier en données H1, on va se baser sur le WTI. Pourquoi je dis que la lagging span est le filtre du système Ishimoku? Et là c'est un très bel exemple théorique, excusez-moi encore une fois cette parenthèse, on va être un peu long sur l'introduction. Vous voyez le franchissement des cours en H1 par un twist de nuage. C'est ce croisement de la SSA, c'est une des bornes du nuage, et de la SSB. Lorsqu'elles se croisent, ça s'appelle un twist. C'est une faiblesse de nuage et les cours ont plus de facilité à passer par là. C'est ce que l'on a pu constater. Au moment du signal, notre lagging span allait à peine intégrer notre nuage. Et donc notre filtre Ishimoku nous disait « Attention, c'est peut-être un faux signal ». Et effectivement, on s'est replié en direction de la SSB par la suite. Et donc notre signal n'a pas été confirmé. Très bel exemple ici encore une fois de voir pourquoi on appelle justement cette Chikou span le filtre du système Ishimoku. Ça nous filtre les signaux. On serait sorti, la lagging span serait sortie par le haut. Elle l'aurait filtré, ça aurait été du positif, bon signal, on devrait repartir à la hausse, poursuivre à la hausse, pardon, cette fois-ci, il n'en est rien, on se replie, la lagging span se replie, elle refuse de sortir par le haut du nuage, elle ne valide pas ce signal. Voilà pour une petite parenthèse, encore un exemple, j'essaie de vous donner des exemples
tous les jours, hein. Ça vous permet d'intégrer tous ces concepts. Je pense également aux nouveaux auditeurs qui nous rejoignent et qui n'ont pas ce bagage d'Ishimoku qui leur permet de comprendre très rapidement un Good Morning Market. Donc voilà pourquoi je prends plus de temps. Veuillez m'excuser, hein, ceux qui ont beaucoup plus l'habitude et qui sont habitués à utiliser cet indicateur Ishimoku. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui d'un point de vue du calendrier économique? Alors il y a pas mal de données. Bon, d'abord, il faut savoir qu'on aura la publication de la révision du PIB aux États-Unis à 13h30, mais à la même heure également, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. C'est à 13h30. Avant cela, le matin, la Banque nationale suisse devra annoncer sa décision de politique monétaire. Ce sera dans la matinée. Aucun changement n'est attendu. Statu quo à ce niveau-là. Et il y aura pas mal de gouverneurs de banques centrales qui devront s'exprimer lors de discours sur l'innovation dans les banques centrales au cours du sommet de l'innovation de la BRI 2021. Ce sera ce matin. Christine Lagarde devra s'exprimer notamment. Voilà pour le calendrier économique. Et donc, je le répète, hein, ce lien concernant Ishimoku avec quelques vagues qui sont détaillées. Il n'y a pas toute la théorie des vagues, hein. J'essaye de simplifier un maximum. Après, si j'ai un peu le temps, j'essaierai d'ajouter les vagues, les 3 E notamment, hein. Je pense que j'ai parlé des vagues NT. Ça, je vous le mets en descriptif de cette vidéo, car j'ai de plus en plus de demandes concernant les projections d'Osoda et j'aimerais vraiment clarifier avec vous tout cela. Donc c'est très bien, si vous avez des questions, il faut me les poser, hein, comme justement ce qu'a fait Nicolas, c'est un peu flou pour lui. On va essayer de clarifier cela. Déjà, nous avions cette projection d'Osoda ici, qui nous avait donné un très bon objectif. Le Nikkei rebondit depuis. Alors, avant de passer à la question de Rémi concernant le TE sur le Nikkei, je vais en profiter pour répondre à Nicolas. Alors, comment faire? Alors, Nicolas, le plus simple, c'est, pour commencer, je vais vous donner 2 astuces pour tracer vos projections de soda. Faites-le lorsqu'il y a un retournement de tendance, comme ici, par exemple, ou ici. Ce sera le plus simple, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est ce que l'on a fait dernièrement sur le Nikkei, vous voyez. Nous l'avons tracé, nous avons eu notre V. Cela nous a donné, parce que c'est un outil de tendance, c'est très important. Ishimoku, d'une manière générale, est un outil de tendance. Vous l'aurez compris, en range, ça ne marche pas les projections d'Osoda, car par définition, on est en range. Pareil pour Ishimoku, lorsqu'on est en range, il ne se passe rien. On oscille dans le nuage, au maximum, on en sort par le haut, on invalide, on en sort par le bas, on invalide. C'est un outil de tendance. Donc, de ce principe-là, on comprend la philosophie. Il faut se baser sur les retournements de tendance. Donc ici, on a un retournement baissier, on peut l'utiliser. On va utiliser cet exemple également. Ici, nous avons une belle projection. C'est une projection E, car on va au-delà des 50% du mouvement baissier. Vous voyez, le E a été atteint ici en vert. On est allé plus loin, on a invalidé et on peut continuer ainsi à tracer les mouvements. Donc ici, par exemple, on a eu notre mouvement, on a atteint notre E, ici très précisément, et ici on a notre mouvement, on a atteint notre V. Donc voilà pour cet exemple. Vous pouvez vous amuser à le faire, hein. Donc n'hésitez pas pour vous entraîner à prendre des cours et à les tracer très rapidement avec la touche Shift. Ça aimante directement les sommets et les creux, donc vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et voilà, là on a un bel objectif V qui a été surpassé, on revient en pullback et on repart à la hausse. Donc n'hésitez pas à le faire. Et sinon, ce que vous pouvez éventuellement, et d'ailleurs je la vois le TE, je la vois, on la voit en H4, ça c'est par rapport à la question de Rémi. Effectivement, et j'en avais parlé, j'ai complètement oublié de le souligner, j'en avais parlé lundi, au Good Morning Market de lundi. On va aller en journalier pour répondre à Rémi. J'espère que c'est clair pour Nicolas. Et d'ailleurs, ça nous permet de donner la deuxième possibilité pour Nicolas qui a un doute. Donc, nous avons parlé des retournements de tendance, mais également les sorties de figures chartistes. Ça fonctionne très bien. Par exemple, à la sortie d'un triangle, la dernière impulsion sera une vague. Ça vous permet d'avoir l'objectif à la sortie de votre triangle symétrique, par exemple. Ou ici, imaginons que nous avons une épaule tête-épaule. Je vais marquer l'épaule gauche, l'épaule droite, la tête. Et très bien vu Rémi, effectivement, c'est une TE soutenue par le nuage, donc prudence. Ici, comment on fait pour avoir un éventuel objectif? À la sortie de mon ETE, je peux tracer une projection d'Osoda. Et ça, ce sont les 2 manières les plus simples. Vous allez acquérir de l'expérience en faisant cela et par la suite, vous arriverez à décanter les mouvements. Alors, j'ai cafouillé, voilà, donc je vais le refaire. Il faudrait que tout soit visible, que j'arrive à déterminer le sommet de ma tête. J'appuie sur Shift
pour aimanter le sommet. Je maintiens Shift enfoncé pour aimanter. Vous voyez, en appuyant sur Shift, ça aimante tous les plus bas. Et là, j'ai un E. Et ça me donne un éventuel objectif pour mon ETE, CE. Alors, par curiosité, alors des fois, ça va plus loin que l'objectif théorique des ETE. On va voir notre objectif théorique en reportant la hauteur de la tête. Ça correspond. Vous voyez, tout va pratiquement dans le même sens. Alors des fois, les E vont un peu plus loin, mais cette fois-ci, ça correspond plus ou moins avec l'objectif de l'ETE. Donc vous pouvez l'avoir même en projetant la hauteur de la tête. Donc vous voyez, c'est ce qui est beau dans l'analyse technique, c'est quand tout va dans le même sens, quand les objectifs se confirment. Donc, pour résumer, pour Nicolas et pour d'autres, hein, j'imagine, les retournements de tendance, amusez-vous à tracer comment dire, vos projections de soda. Lorsqu'on a marqué un top et qu'on repart à la baisse, on tente un léger rebond. Ce rebond vous permet d'avoir une projection. Ou bien en sortie de figure chartiste comme ici. Par exemple, pour une épaule tête-épaule, vous allez prendre le sommet de la tête, le creux intermédiaire sur la ligne de cou et le sommet de l'épaule droite. Ça vous donne une projection. Donc voilà pour cette parenthèse face à un Nikkei, merci Rémi, en ETE qui est en train d'effectuer son pullback vers la ligne de cou en oblique haussière. Qu'en est-il pour le DAX? Le DAX qui tente de se ressaisir. On a commencé la séance par une certaine faiblesse. On le voit ici en données H4 hein, par ces mèches inférieures. On a des acheteurs qui sont présents à ce niveau-là. À chaque fois que l'on se replie, les acheteurs font surface et repoussent le DAX à la hausse. Prochaine résistance, palier Tenkan. Est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? En tout cas, on est dans le nuage d'un point de vue H4. Donc, on est à l'équilibre et les données journalières ici nous montrent qu'on est en train de patiner aux alentours de la Tenkan. Pas grand chose hein, pour le moment. Sur le DAX, en données H1, on est certes passé sous le nuage, mais les acheteurs refont surface et ils reprennent la main aux alentours des 14 500 points jusqu'aux 14 550. On reprend la main à chaque fois ici. Vous le voyez, on voit les mèches inférieures. On va toucher ces niveaux. Les acheteurs font leur apparition et ça repart à la hausse. Ici, d'ailleurs, très bel exemple hein, pour continuer dans le sens de la question de la réponse à la question de Nicolas. Ici, on avait un range. On avait un range et chaque fois que l'on teste la borne inférieure pour aller à la borne supérieure, ça nous donne éventuellement une projection de soda. Et ici, le fait que la Kijun fasse office de support, ça me dit, tiens, on va peut-être pas aller chercher le bas du range. Peut-être qu'on va sortir de ce range. Et un range, c'est une figure chartiste. C'est un rectangle. Et une projection de soda me permet d'avoir justement un objectif pour la sortie de cette figure chartiste. Voilà, donc on l'a vu pour une TE, pour une sortie de TE, on l'a vu pour une sortie de range, on va peut-être essayer de trouver un triangle éventuellement pour le voir en sortie de triangle. Donc voilà encore un très bon exemple et vous le voyez, l'objectif a été atteint, il a fallu un gap de rupture, hein, je vous renvoie à la dernière fois lorsqu'on a parlé des différents gaps, un gap de rupture nous permet de franchir un niveau de résistance ou de support. On se téléporte de l'autre côté tout simplement, c'est ce qui s'est passé et on est allé chercher une précédente projection qui était de plus long terme et encore une fois, c'était la sortie d'une figure chartiste. C'est un canal baissier, c'est un drapeau, concrètement. Et la sortie de ce drapeau nous donne une projection de soda plus longue, de plus long terme, qui nous a donné un objectif. Donc c'était une très bonne question de Nicolas. Ça m'a vraiment permis de comprendre les difficultés de certains à appliquer les projections de soda. Je suis habitué, donc je ne vois pas des fois ces difficultés. Donc c'est une très bonne chose de me faire part en commentaire de ces vidéos de Good Morning Market, des difficultés que vous rencontrez malgré les explications que je donne. Ça me permet de voir où insister et quels détails peut-être je ne vous ai pas livrés. Voilà pour le DAX, hein, pour le moment pas grand chose sur le DAX, mais ça nous permet de voir les projections de soda. Alors le Nasdaq, hein, encore une fois, on se replie, on n'arrive pas à se hisser définitivement au-dessus des 13 054 points. Repli, hein, les valeurs technologiques sont shortées. Alors la Greenspan qui ne veut pas s'attaquer au nuage, mais la prudence, hein. Honnêtement, ce que me dit le journalier, c'est qu'il va se passer quelque chose très bientôt. Pourquoi? Parce que certes, autant on s'attendait à ce que la lagging span s'amuse lorsque l'on était à ce niveau-là, au début du mois de mars, vers le 9-10 mars. Pourquoi? Car notre lagging span avait une marge de manœuvre, on avait beaucoup de choses à faire, on pouvait rebondir un peu partout. C'est comme un flipper concrètement, cette lagging span. Elle va aller rebondir un peu sur tous les obstacles, mais là c'est très différent. C'est très différent parce
on a une barrière ici. On a ces cours qui font office de barrière. La lagging span est cernée. Donc elle va devoir trancher cette fois-ci. On ne peut plus s'amuser à rebondir un peu partout dans ce trou d'air. Soit il va falloir intégrer le nuage et cette fois-ci les cours se replient pour repartir au niveau du début de mois de mars pour pourquoi pas sortir du nuage par le bas et éventuellement approfondir la baisse. Et dans ce cas-là, on aurait un très beau N baissier, hein, je pense que vous le voyez tous ici. Et la baisse du Nasdaq pourrait être conséquente. Ça pourrait être beaucoup plus grave que ce que l'on a connu précédemment, hein. Vous voyez cette vague baissière qui pourrait nous entraîner très bas. On va essayer même de voir d'un point de vue journalier. Et j'aime préciser, c'est une hypothèse technique. 1730 points, 1093, vous l'aurez compris, c'est un E. Et là, on va très bas, hein, on va à 10 500 points. Si on passe en dessous des 12 320. Donc, il va se passer quelque chose. Autre scénario, la lagging span s'attaque à tous ces obstacles et s'affranchit ici de ce dernier obstacle, de cette barrière de chandelier japonais qui est renforcée par la Tenkan, renforcée par la Kijun. C'est dans le carré rouge. Et si ça arrive ici, on aurait un très bon signal d'achat parce que ce serait un signal qui serait pratiquement simultané avec la sortie de nuage par le haut. Donc ce serait un signal immédiat en journalier, très rapide, parce qu'au moment où on sort du nuage par le haut, la lagging span n'a pas d'obstacle. Et là, on part vers de nouveaux records très rapidement. Ça pourrait même intervenir à ce niveau-là, parce que la lagging span pourrait s'embourber ici pour ne sortir que plus bas à ce niveau. Dans ce cas-là, donc, vous pouvez voir s'il y a 26 périodes entre les deux. Il y a 26 périodes. Parce que je vous rappelle qu'il y a un écart entre la Chikou span et les cours de 26 périodes. La Chikou span, c'est les cours 26 périodes dans le passé. Et ici, si on venait à franchir le nuage par ce twist, on serait très exactement ici. La Chikou span sortirait par là, car il y a 26 périodes entre les deux. Donc gardez cela en tête également, les méthodes de calcul, ça vous permet de poser des hypothèses techniques et de voir si on passe par le twist, où serait ma lagging span à ce moment-là, 26 périodes plus tard, elle serait là. Dernier obstacle, Chikou span. Donc c'est un signal d'achat validé dans l'immédiat, dans la foulée. Et ce sont les signaux que l'on préfère. Donc voilà pour cette seconde hypothèse technique. On va suivre. En tout cas, il va se passer quelque chose très bientôt. On aura peut-être une petite période ici où on va marquer une pause. La Chikou span va s'amuser entre ces différents obstacles pour sortir par le haut et franchissement par ce twist. Soit on enfonce le nuage directement, et là c'est un repli conséquent, et dans ce cas-là, le repli pourrait aller chercher les 10 525 à suivre. En tout cas, on a posé les hypothèses. Reste à voir ce qui va concrètement se passer, mais il pourrait y avoir du mouvement très prochainement. D'un point de vue H4, alors, tout d'abord, j'ai eu un commentaire. Merci également pour décidément, vous m'aidez beaucoup en commentaire. C'est pour ça que c'est important d'interagir. J'avais parlé d'une projection V ici. Et non, pas du tout, hein. C'était une projection E. Souvenez-vous, j'avais gardé les deux et donc ça m'a un peu embrouillé hier. En cas de hausse, c'est la projection E que l'on va chercher. 14 317 points en données H4. Pour cela, il faut franchir, souvenez-vous de cette configuration, la SMA à 200 points. On n'y arrive pas. On se replie avant même de la toucher, on réintègre le nuage. Le nuage maintient les cours pour le moment. Pourquoi cette vague est toujours valable? On va encore insister dessus. Je retire V cette fois-ci, comme ça il n'y a pas de confusion. Et effectivement, merci de me l'avoir fait remarquer en commentaire. Il s'agit bien d'un E parce que le repli retrace plus de 50% de la hausse. Concrètement, BC est supérieur à 50% de AB. Parler en termes mathématiques. Et ici, donc, pourquoi cette vague est toujours valable? Tout simplement parce qu'on n'a pas marqué, on n'est pas allé en dessous de C. Tant qu'on reste au-dessus de 12 700 points, cette vague haussière est valable. Donc voilà pour les éventuelles perspectives haussières à très court terme. Si on parvient enfin à sortir du nuage par le haut et à casser la SMA 200, pour cela, il faudrait que les investisseurs reviennent sur les valeurs technologiques. Elles sont boudées depuis ces deux derniers jours. On va plus vers les valeurs cycliques de l'énergie, les financières. Donc est-ce qu'ils vont revenir
vers les valeurs technologiques, à suivre, en tout cas d'un point de vue technique, la sortie du nuage par le haut en données H4 et le franchissement de la SMA 200 serait un signal d'achat. A contrario, si on sort du nuage par le bas, et là on pourra avoir une validation très rapidement, voilà où est notre Chikou span, on approfondit la baisse, et là on se rapproche de notre scénario baissier avec une Chikou span qui intègre le nuage journalier. Qu'en est-il en données H1? On en est sorti de ce nuage. Déjà, et on tente de retrouver, on tente de se redresser, hein. On pourrait se redresser jusqu'à ce que la Chikou span rencontre la SSB 12 918, voire jusqu'à ce que les cours rencontrent le palier de Kijun. Donc, tentative de rebond à l'heure actuelle sur le Nasdaq. Les données H4 donneront le là, les données journalières nous permettront d'avoir une visibilité à plus long terme. Raisonnement en triptyque, c'est le mieux. Le S&P 500 tente de se redresser en ce début de séance après s'être replié malgré un contact avec sa zone de résistance, avec une Tenkan qui vient renforcer la borne inférieure de cette petite zone. On s'est rapproché du nuage, on tente de rebondir. Avant de passer aux données H1, on commence par le H4, sortie nuage par le bas, mais vous l'aurez compris. Alors on regarde en premier les cours et après on regarde ici la Chikou span qui vient à peine d'intégrer le nuage. On voit qu'on est pris en étau et c'est ce que je disais hier, c'est pour ça que je garde les précédentes projections et donc j'en affiche le rayon. On est pris en étau entre deux précédentes projections, hein. Celle-ci a fait office de support, celle-ci est résistance. Donc on est neutre malgré une sortie du nuage par le bas. Donc vous voyez la nuance. Même si une sortie de nuage par le bas est un signal de vente, ma Chikou span ne l'a pas validé, mon filtre ne l'a pas validé. Je suis en range, hein, pour moi, je suis à l'équilibre malgré une sortie de nuage par le bas. Les données H1 à présent, sortie de nuage par le bas ici, ça nous rappelle un petit peu la configuration que l'on vient de voir du Nasdaq en données H1. On rebondit à la hausse. Par contre, la résistance est bel et bien là, hein, 3895, parce que ma Chikou span, contrairement au Nasdaq, la Chikou span a une marge de manœuvre. Sur le S&P 500, ma Chikou span est très proche d'une barrière de cours. Et donc, ce serait peut-être la résistance à franchir ici pour le S&P 500, qui en est tout proche. Après, si on arrive à aller au-dessus, hein, il y a le seuil psychologique, bien entendu, des 3900 points. Mais attention, hein, tout de même à ne pas voir un approfondissement de la baisse ici en journalier vers les 3852, un retour à la moyenne vers la Kijun. Alors j'espère que pour les débutants, tout ce vocabulaire commence petit à petit à être intégré. Je fais des efforts pour expliquer petit à petit, mais le tout est de connaître les différents noms, hein, pour suivre le Good Morning Market. Le nuage, la Kijun en bleu, qui est une moyenne de 2 points sur 26 périodes, la Tenkan qui est une moyenne de 2 points sur 9 périodes, la Chikou span qui est les cours à la clôture 26 périodes dans le passé, et le nuage qui est composé de la SSA et de la SSB. Tout cela pour réviser, vous le retrouvez ici. Si vous avez un doute, vous décochez, vous voyez quelle ligne a disparu et vous retrouverez son nom. Et vous avez donc les périodes de chacune des courbes. La Tenkan, c'est une moyenne sur 9 périodes, c'est le premier paramètre. La Kijun, c'est une moyenne sur 26 périodes. Donc vous avez tout ici, hein, vous avez votre anti-sèche, si je puis dire. Qu'en est-il pour le Dow Jones? Tentative de rebond, on n'est même pas allé jusqu'à la Kijun que l'on rebondit déjà. Alors malgré une pseudo-sortie de nuage par le bas, la Chikou span rencontre à peine un obstacle, c'est le nuage et elle pourrait repartir à la hausse. Cela se matérialiserait par une hausse des cours en direction de la Kijun à 32 530 points. Pas grand chose honnêtement à faire également, hein, sur le Dow Jones. Pour le moment, on le voit en données H1, on réintègre le nuage, la résistance des 32 460 pardon, est à ce niveau-là. Une sortie de nuage par le haut peut-être nous donnerait un signal, mais qu'au moment du passage au-dessus de 32 600, lorsque la Chikou span se sera désengagée avec un objectif très proche de 32 715. C'est une zone de résistance ici. Donc voilà pour le Dow Jones, le Russell 2000 qui ne cesse de perdre du terrain. Et c'était très beau ici, on avait parlé de ce signal. Signal de vente, validé par la Chikou span qui rebondit. Et vous voyez l'exactitude ici encore une fois, hein, sur le Russell 2000. Elle va, la Chikou span, alors excusez-moi, j'ai mon réveil. Voilà. La Chikou span qui effectue un pullback sur le bas de nuage. Et ça nous explique pourquoi les cours sont allés jusque-là.
et on se replie juste après. Donc le signal a bel et bien été validé, mais on repart à la hausse. C'est un pullback. Un pullback de quoi? Cette fois-ci, on ne parle pas de pullback des cours. On parle de pullback de Chikuspan et c'est beau sur le bas de nuage et on se replie en direction d'un précédent niveau que l'on avait déjà marqué, un niveau que l'on avait très précisément hein, depuis très longtemps. Les 2128, hein, nous avons marqué tous les niveaux du Russell 2000, les niveaux qui agissent sont sur ce graphique. Et c'était bel et bien un niveau ici qui a bien été atteint. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, c'est encore une fois pour Nicolas, ici on a un retournement baissier, ça nous a donné un N, une projection, pardon, E, à 2208, qui avait été atteint, qu'on avait surpassé, on est allé le chercher ici, on a refusé la réintégration, et le repli s'est accentué pardon, davantage. Voilà pour le Russell 2000. Alors le Bitcoin, alors c'est chaud encore une fois le Bitcoin, hein, parce que vous voyez, on est en train de casser les 70. Attention à la clôture hebdomadaire. Si on clôture sous 70 concernant le RSI, on en avait parlé de cette belle divergence de RSI. Prudence. Ici sur le Bitcoin, en données journalières, on est très précisément sur le support. Ce support que l'on a abordé en journalier, c'est notre Kijun. 52 096 $. On est dessus. Si on le franchit, on va chercher le nuage. En journalier en tout cas. En H4, alors on a eu cette belle hausse grâce à Tesla, grâce à Elon Musk qui a tweeté, j'avais oublié de vous le dire hier, qui a tweeté effectivement que dorénavant on peut acheter une Tesla avec du Bitcoin. Alors cela a permis au BTC de repartir à la hausse. Test de Kijun, on ne parvient pas jusqu'aux 57 300. Hein. Souvenez-vous, c'est le point de départ d'une éventuelle hausse. Et on repart à la baisse. Alors ici d'ailleurs, voilà, on a une sortie de figure chartiste. Alors j'en profite, hein, Nicolas, on aura vu du coup 3 sorties de figure chartiste différentes. Et c'est un E. Alors, donc, prudence sur le Bitcoin. On n'a toujours pas atteint l'objectif E des 50 750 $. Donc, perspective à très court terme, éventuellement baissière, jusqu'aux 50 750 $. On va voir si ça se réalise. En tout cas, nous avons de beaux exemples ici, hein, également sur le Bitcoin. Vous voyez, cette reprise haussière, on change de tendance, on repart à la hausse. Donc, on avait tracé un N, une vague haussière, pardon, avec comme projection, une projection V. Et lorsqu'on atteint l'objectif, on en trace une nouvelle. Voilà, vous avez même un exemple de continuité de tendance. Et cette nouvelle nous a donné le record historique. Et ensuite, on consolide, on peut tenter une vague ici baissière de court terme, à voir si on va l'atteindre, on s'en est approché, est-ce qu'on peut estimer que c'est atteint. Des fois, les projections de Soda ont une comment dire, une précision redoutable. Des fois, je vous avoue qu'il y a un petit décalage de quelques points. Donc, à voir. On va certainement aller chercher hein, tout de même ce support. J'en suis quasiment sûr. On va le voir. Ici, effectivement, sortie du biseau ascendant, on cesse de se replier. On est sous résistance à l'heure pour l'Ether. On a pris pas mal, on a pris beaucoup de temps aujourd'hui hein, sur les points théoriques. Je pense que ça conviendra à tout le monde. Hein. J'espère que ça n'a agacé personne. Sur le gold, toujours rien à signaler. Malgré la sortie de ce mini range, on reste scotché à la Tenkan. On le voit en données intraday, en données H4. On est dans le nuage, il ne se passe rien. Pour le gold, le silver, toujours sur ce niveau de support. Il n'est pas parvenu à rebondir. Alors, je vais tout de même ajouter mon nuage Ishimoku. Car ici, on avait eu un beau signal de baisse, validé dans la foulée. Je le répète, c'est ce que l'on préfère concernant les signaux Ishimoku. Et d'ailleurs, vous voyez, changement de tendance ici. On était à la hausse. Je vais marquer la tendance haussière. On est à la hausse ici. Tendance haussière. On repart à la baisse. Et donc là, c'est l'occasion d'aller tracer une projection de Soda que nous avons tracée d'ailleurs. Et voilà son objectif. Donc, un bel exemple. Et d'ailleurs, hein, c'était la même chose. Avant, on était à la baisse. Ici. On repart à la hausse. Et c'est un V.
qui a été plus ou moins atteint. Alors peut-être que je n'ai pas été suffisamment précis. Voilà. Donc quand je vous dis que des fois ça peut manquer de précision, on n'est tout de même pas allé. Alors peut-être ça ne change rien. Mais là, on n'est pas allé par exemple à l'objectif. Ça se joue à quelques cents éventuellement. Mais c'est pour ça que des fois, lorsque l'on approche d'une projection de soda, que c'est son objectif, son take profit, il ne faut pas hésiter à clôturer. On n'est pas à quelques points, voire quelques cents près. Donc voilà un bel exemple. On reprend la hausse, une projection de soda. On reprend la baisse. Celle-ci ne laisse aucun doute, hein. On a bien oscillé autour. Pétrole WTI, on est où en hebdomadaire? Comme par hasard, sur cette oblique baissière de long terme. C'est elle qui maintient les cours à 60,20 $ pour le pétrole WTI. Alors ici, voilà, on repart à la baisse. On a une vague baissière, on pourrait aller chercher les 54,73 $. On la voit, cette hausse qui est due au canal de Suez depuis son blocage. Mais les tensions vis-à-vis de la demande, la crise sanitaire en Europe fait peur. Et la peur reprend le dessus. Il faut que la Kijun cède, que ce niveau que l'on avait qualifié précédemment de ligne de coup cède. Et là, on approfondit la baisse. On pourrait aller chercher les 54,73 $ pour finaliser cette vague baissière. Encore un exemple. On était à la hausse. On repart à la baisse. J'ai une vague baissière. On n'a toujours pas atteint l'objectif. Je privilégie une poursuite de la baisse. Je vois qu'il y a le nuage qui vient exercer une certaine pression. À suivre. On pourrait traverser le nuage dans ce cas-là, ça annule tout. Le franchissement des 62,20 $ sortis de nuage par le haut nous permettrait de réenvisager des perspectives haussières. Alors ça, ce serait si on venait à nous dire par exemple que le canal de Suez resterait bloqué pendant 10 jours. Là, effectivement, on pourrait traverser le nuage. Est-ce que les données H1... Alors ici, attention. Attention. On a un Bohen tout de même en données H1 et c'est ce qu'on disait. On a parlé du signal baissier sorti de nuage par le bas. Ici, on a franchi le nuage par un twist. On rebondit sur le bas de nuage. Les données H1, c'est ce qui me laisse un peu mitigé. Même si je privilégie les perspectives baissières sur le pétrole, c'est cette configuration H1. On a une grosse zone de résistance. Si on la franchit, ce sont les 62,20 $. Dans ce cas-là, effectivement, on repart à la hausse et on annule la précédente vague. Mais il ne faut pas oublier... Ici, j'ai ajouté le nuage H4 qui vient renforcer ces 62,20 $. Vous voyez ce que j'ai fait, hein, j'ai ajouté le nuage H4 ici. Et d'ailleurs, je vais retirer tous les autres éléments. Tout ce qui m'intéresse, c'est le nuage H4 que je peux mettre d'une autre couleur, hein, par exemple, pour le différencier. Ça, c'est mon nuage H4. Et là, c'est mon nuage H1. Donc, voilà, je me dis qu'ici, il y aura quand même une certaine résistance. Donc, ça va être compliqué. Il faudrait un catalyseur haussier pour repartir à la hausse. Voilà pour les pétroles. Très rapidement, le copper. Alors là, c'était très beau. Souvenez-vous, on avait dit que le copper nous rappelait le pétrole. Et c'est exactement la même chose au final. On a eu une figure en ETE, on casse la ligne de coup, on tente un pullback, on n'arrive pas à repasser au-dessus, donc la faiblesse se confirme. On passe sous le nuage, on n'arrive pas à passer au-dessus, ça se confirme, on casse la Kijun, on n'arrive pas à passer au-dessus, ça s'écroule. Alors on revient sur... Voilà, c'était exactement la même chose. Ici, on franchit la ligne de coup, on n'arrive pas à passer au-dessus. On franchit le nuage, on n'arrive pas à passer au-dessus. On franchit la Kijun, on n'arrive pas à passer au-dessus. Et je vous avais dit que ça me rappelait un peu le copper. Et le copper l'a fait. C'est exactement la même chose et il est en train de s'effondrer à l'heure actuelle. Alors à voir si on va aller chercher ici l'objectif théorique de cette figure en ETE. Donc c'était vraiment similaire au pétrole. Le pétrole a un peu d'avance. Vous voyez, hein, très difficile de faire la différence entre les deux. Le pétrole a un peu d'avance, mais le copper fait la même chose. Alors on passe à présent sur le marché d'échange. Beaucoup de théories aujourd'hui. Dollar index, données mensuelles. Alors on progresse. Données weekly, c'est très beau. On part à la hausse. Le franchissement de la Kijun pourra être acté à la clôture hebdomadaire. Données journalières, c'est magnifique. Et voyez ici, on a un très beau ABC. On va aller chercher notre point D, c'est un point V d'ailleurs, hein, donc le ABCD 93 742 et bien entendu ici, pardon, c'est baissier pour l'euro-dollar. Mais prudence, on a quand même une zone de résistance à 93,200, c'était cette zone ici, un palier de Kijun. L'euro-dollar, donc net repli, on va enfin chercher les indices 7,80, hein, ici la baisse est flagrante. D'un point de vue intraday, d'un point de vue H4, amusez-vous, entraînez-vous à faire par exemple ici un N baissier.
en prenant ce point A, un point B, un point C, vous aurez un objectif. On va le faire très rapidement. Donc, décidément, un Good Morning Market qui sera dédié à la théorie des projections d'Osoda. Et voilà, l'objectif a bien été atteint. Je ne sais pas si c'était un V ou un E. Alors, pour ça, la petite croix, on calcule l'amplitude de AB, 248 pips. On calcule l'amplitude 115 fois 2 est égal à 230. Alors, c'est plus un V. Donc, le V a bel et bien été atteint. On l'a surpassé, on repart, on rebondit dessus, et ça devient même un support par la suite. C'est pour ça que je les garde après, ces projections d'Osoda. AUD-USD, on tente de réintégrer le retracement de Fibonacci à 38,2%. GBP-USD, alors la hausse du billet vert affaiblit les paires en USD, on en avait parlé justement. GBP-USD qui réintègre son nuage, GBP-CHF qui temporise, NZD-USD qui tente de retrouver des couleurs. Alors, il faut savoir que le NZD rebondit, hein. Il y avait eu une faiblesse du NZD. Avec une hausse de l'USD. Ça avait créé cela. Et donc, à présent, le NZD tente de retrouver des couleurs. Et ici, USD-CHF, hein, si on franchit ce niveau, on part directement chercher V. Très rapidement, l'USD-TRI également, on tente de franchir le retracement Fibonacci à 61,8%. La livre turque continue de perdre du terrain. Voilà, et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market très théorique aujourd'hui. J'espère que ça a permis d'éclairer certains points qui n'étaient pas compris par certains d'entre vous. Sinon, pour les autres, ça fait des révisions et ça me permet également de vous transmettre cette page formation Ishimoku. Il faut vraiment que je continue cet article. Je n'ai pas encore eu le temps, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin. Et donc, en Good Morning Market, on va essayer de trouver des doubles creux d'Osoda, trouver des doubles tops d'Osoda et s'amuser aussi à chercher des projections NT. Alors, ce qui est très intéressant sur les doubles creux d'Osoda, je vais faire un exemple, c'est que l'objectif... Alors, où est-ce que je vais pouvoir trouver un exemple? L'objectif est très éloigné pour le triple E. Encore une dernière parenthèse. On va imaginer ici que l'on a un double creux d'Osoda. Ce n'est pas le cas, hein, parce que entre les deux creux, il faut qu'il y ait plus ou moins 26 chandeliers. Hein. Le 26, ça fait partie de la suite d'Osoda, on le retrouve ici. Il faut qu'il y ait 26 chandeliers entre les deux creux. Mais on va imaginer ici que l'on a un double creux d'Osoda. Donc dans ce cas-là, on utilise notre projection comme ceci. Et on va cocher pas de V. Le triple E, on coche le E, que l'on multiplie par 3, et ça nous donne 3 objectifs majeurs, et vous comprendrez, le 3 est très loin. Je vais essayer de vous en trouver très rapidement, on va parler du 3E, et je vais vous donner les différentes conditions. Il y a des conditions concernant les cours, il y a des conditions concernant la Tenkan, il y a beaucoup de conditions. Je vais vous trouver un exemple concret, j'en avais trouvé un l'année dernière très très beau sur le Nasdaq, c'est ce qui nous avait donné des records historiques. Il faudrait que je vous retrouve peut-être même ce GMM qui date d'il y a un an, mais en tout cas, je vais vous trouver un exemple récent. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre attention, hein. Désolé à ceux qui ne sont pas intéressés par la théorie. J'ai pris le temps aujourd'hui, mais comme ça, au moins, c'est fait. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.